Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Bassam Tahan. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour Radio Pluriel, bonjour à cette belle émission qui est déjà très coloriée et qui représente la diversité, thème que nous allons aborder sûrement, cette diversité enrichissante. Écoutez, c'est tout le plaisir pour nous et merci de votre fidélité, mais aussi merci de votre participation constructive au sein de cette émission. Il vient bien préciser à notre auditoire. Monsieur Bassam Tahan, il est politologue, mais islamologue, spécialiste des questions internationales, mais aussi il est candidat aux élections européennes de l'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF. Monsieur Bassam Tahan, ma première question, pourquoi ce choix politique? Alors, c'est tout simple. Vous voyez, vous avez dit l'Union des démocrates. Donc, la première chose qui frappe, c'est un désir démocratique. Nous ne sommes pas des fascistes, nous ne sommes pas un parti confessionnel. Au contraire, c'est-à-dire nous nous soumettons aux lois de la République et c'est en cela que nous avons mis en premier le terme de démocratie. Nous sommes des démocrates avant tout. Qui dit démocrate doit ne pas exclure. Or, quand on remarque de près et on analyse la vie politique en France, on se rend compte qu'il y a des populations qui sont des laissés pour compte, des exclus. De ce point de vue-là, le Parti démocratique ou démocrate, le Parti des démocrates musulmans français, est en quelque sorte le parti des exclus. Alors, qui dit exclu ne sous-entend pas uniquement les musulmans. Il sous-entend tous les exclus. De ce point de vue-là, il y a des chrétiens exclus, il y a des gens de différentes ethnies en France qui sont exclus du pouvoir politique, qui sont éloignés. Vous allez me dire, attendez, cher Bassam, regardez, dans chaque gouvernement, il y a des noms africains, des noms arabes, des noms qui connotent la confession musulmane. Alors à cela, je vous réponds d'une manière très claire et très simple. À mon sens, tous ces partis politiques ont eu besoin, à un moment de leur histoire politique, d'intégrer ce qu'on appelle les Arabes de service, les musulmans de service, les Juifs de service, tout ce que vous voulez de service. C'est-à-dire, pour attirer et allécher et un peu balayer large, il faut qu'il y ait dans le gouvernement un black ou un nord-africain. Ou d'ailleurs, vous remarquerez que souvent les gens qui ont participé, que ce soit dans des gouvernements de la droite ou de la gauche, ce sont souvent plutôt des femmes que des hommes, partant de l'idée que la femme est opprimée dans ces civilisations-là, donc il faut la réhabiliter, et souvent on a pris des femmes, comme si, aussi, il n'y avait pas d'hommes, africains, blacks, musulmans, il y a quelques exceptions quand même. Pardon? Il y a quelques exceptions quand même. Avec oui, il y a, c'est vrai. Voilà, il y a, ça je vous l'accorde. Il y a des exceptions. Mais souvent, ce qu'on a mis en avant, c'est des personnalités féminines. Bon, donc, nous, quand on parle, et on a voulu fonder ce parti et le renouveler et aller aux élections, aux urnes, on a voulu ne pas être justement de service. Des musulmans de service, des nord-africains de service, des je sais pas quoi de service, non, des arméniens de service, non. Il est temps que ces minorités exclues,
je dis minorité, le terme est commode. Mais en fait, parfois, c'est des minorités qui comptent des millions. Hein? Mais pourquoi ils sont minorisés? Mais parce qu'ils ne sont pas représentés vraiment politiquement. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qui les empêche de se présenter? Ah, ben voilà, tout le problème est là. C'est que notre vie politique en France est faite de telle manière que ces partis traditionnels fonctionnent depuis des années en leur clientèle, c'est du clientélisme. Il est très difficile d'intégrer ces partis et de défendre ses idées et d'avoir une position respectable pour défendre ses idées. Donc, il ne nous restait plus qu'une seule solution. Vous savez, moi, pour les parlementaires européennes en 1994, j'étais sur une liste. Je vais vous parler, c'est un rappel historique. La tête de la liste était le professeur Alexandre Minkowski, un ami, que Dieu ait son âme. Comme vous savez, Alexandre Minkowski est juif et il était pro-palestinien. Souvent, il a invité, par exemple, le frère de Arafat, Yasser Arafat, ici à l'hôpital Port-Royal. Hein? Et évidemment, il s'est attiré les foudres de beaucoup de sionistes un peu fanatiques. Comment ça se fait qu'une sommité scientifique ose former une liste et s'opposer aux socialistes de l'époque? Je ne vous cache pas, cette liste n'a jamais pu voir le jour. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, selon les sondages, cette liste devait au moins avoir 5 à 6 sièges. Alors, on est intervenu de l'Élysée à l'époque pour couper les vivres et contacter tous les gens qui avaient promis une aide financière pour les bulletins de vote, pour toute la campagne, pour qu'il n'y ait pas d'argent. Je veux dire quelque chose aussi rappeler qui était dans cette liste et qui était exclu à l'époque du Parti socialiste, quelqu'un qui est devenu le porte-parole de l'Élysée, de M. Hollande, tout simplement. Stéphane Le Foll était avec nous dans la liste. Et il m'avait dit, il peut me contredire, mais il sait que je ne dis que la vérité. C'était le week-end et il m'a dit on ne peut pas avoir de l'argent du côté arabe. Il y a pas mal de musulmans et d'arabes sur notre liste. Je lui ai dit écoutez, moi j'ai pas de rapport si intime pour que je puisse demander un financement et puis là n'est pas la question. Donc, mais à l'époque, j'avais battu un appel, il faut absolument que ces gens exclus musulmans, nord-africains, blacks, arméniens minoritaires, français, il faut qu'ils arrivent à s'exprimer et à entrer dans le jeu politique. Eh bien, écoutez, donc d'après ce que j'ai bien compris, voilà. maintenant, vous avez eu, je pense, suffisamment expliqué cette participation, bien sûr, cette présentation sur le plan européen. Donc, on verra bien d'ici là, parce qu'on va essayer de travailler sur ces partis politiques d'ici peu, bien sûr, avec le jour que la campagne va commencer et avec, bien sûr, avec donner la parole à chaque parti politique de participer avec nous dans ce débat. Donc, bien sûr, en toute organisation avec le conseil d'administration de Radio Pluriel. Mais il y a un sujet très important qui me tient à cœur, tout sincèrement, c'est la thématique de notre communiqué. Vous êtes un politologue, vous êtes quelqu'un qui connaît la mentalité, surtout arabe. On constate qu'il y a un mythe à la royauté. On voit qu'il y a un grand nombre de présidents qui s'étaient élus, soit ils restent pendant toute sa vie jusqu'à qu'il meure, soit il met quelqu'un de sa famille à sa place, avec des moyens qui sont parfois pas tout à fait corrects, et on continue à avoir le pouvoir. Selon vous, c'est quoi réellement ces motivations de ce style de personnage, sachant que, à titre d'exemple, on ne va pas plus loin, on va donner un exemple réel, que les Algériens sont nombreux qui ont manifesté leur mécontentement.
5e mandat du président Bouteflika, qui est dans un état, Allah Shafi, donc dans un état quand même grave, et ça continue. C'est quoi la motivation, selon vous, de cette continuité qui n'a pas de, à mon sens, qui n'a pas de sens? D'accord. Alors, avant de passer à ce sujet-là, qui est très lié, j'aimerais quand même conclure sur l'Union des démocrates musulmans de France. Donc, voilà un parti qui est jeune, il a à peu près 5 ans, on a vu qu'il a fonctionné d'une manière démocratique. Ce n'est pas un parti islamiste politique, il ne cherche pas à imposer la charia en Occident, il rejette les thèses extrémistes, que ce soit des wahhabites, que ce soit des frères musulmans, dans les épîtres de leurs fondateurs, du moins, vous voyez, qui étaient extrémistes dans leur vision des choses. Donc, maintenant, venons à ce problème de démocratie. Alors, est-ce que nous, ici en France, dans ce parti démocrate, on va refléter la culture de la République dans les pays arabes? Évidemment, la réponse ne saurait être que négative. Nous, on est les enfants, évidemment, de nos pays d'origine, mais également de cette culture française, laïque. Et nous croyons à la démocratie. Alors, les gens de la Renaissance arabe, Al-Marda, étaient bien partis. Ils voulaient faire des républiques démocratiques où il y ait des parlements, des élections libres, des présidents alternatifs qui se succèdent et ainsi de suite. Mais ce projet a avorté parce que justement il n'y avait pas de culture démocratique. Le modèle dans l'imaginaire arabe et musulman est le modèle du calife ou du chef, du sultan tout-puissant qui fait tout, qui est le père de la Ummah, le père de la nation, et ainsi de suite. D'ailleurs, on peut voir que la majorité des présidents ont cultivé ce mythe de la personnalité, même quand ces présidents étaient révolutionnaires. Exemple, Gamal Abdel Nasser. Voyez également Kadhafi, c'est le mythe de la... Tous les présidents pratiquement de ces pays, je ne parle pas des monarques, mais les monarques aussi. Parce que dans ce monde arabo-musulman, il n'y a pas que des républiques héréditaires, comme vous l'avez souligné. Il y a aussi des monarchies. À la limite, on peut se demander si ces républiques ne fonctionnent pas finalement comme des monarchies, et non de la république que le nom, ce qui est vraiment ridicule. Donc, comment ça s'est fait? D'abord, la première chose qui a cassé cette vision démocratique, ce sont les coups d'État militaires. Et vous allez voir, en Syrie, dès 1949, une fois que les Français ont quitté en 1946, on a eu une série de coups d'État militaires qui portaient chaque fois un général au pouvoir. À la fin, ça devenait une blague. Il suffit qu'une division de blindés marche sur la radio et l'investisse, donne les premiers communiqués, et voilà, et ainsi de suite, on avait des coups d'État qui se succédaient. Il en est de même, ce qui a porté Nasser en Égypte, c'est aussi un coup d'État. Kadhafi est arrivé par un coup d'État. Souvent, c'est par des coups d'État successifs que ces démocraties ont subi. C'est-à-dire, ça c'est un point très négatif. Maintenant, passons. Admettons qu'il y ait stabilité, comme on a connu dans certains pays. Il n'y a plus de coups d'État. Mais quand il n'y a plus de coups d'État, ce qui se passe, c'est que on penche, on s'oriente vers quelque chose d'héréditaire. Tenez par exemple le cas de l'Égypte avec le président Moubarak. D'abord, avant d'arriver au fils Moubarak, il y a une répétition successive des mandats qui souvent n'est pas constitutionnelle. Mais on intervient pour changer la Constitution, d'ailleurs, dans ces constitutions,
il y a beaucoup de choses choquantes. Hein. C'est vraiment démocrate. Quel est le rôle des Coptes égyptiens en Égypte? Ils sont, pour ainsi dire, absents du Parlement. C'est le président qui nomme les représentants des Coptes. Il n'y a pas de véritables élections. Et on vous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Et ainsi de suite. Vous avez, par exemple, Kadhafi aussi, qui préparait son fils. Hein? Il en est de même ce qui s'est passé en Syrie, mais entre parenthèses. Parce que là, ce qui s'est passé en Syrie, c'est qu'il y a eu, si vous voulez, un jeu au niveau du Parlement. Alors là, on peut critiquer, dire oui, mais ce Parlement était à la solde du pouvoir. Vous savez, oui et non. Hein? On a les gouvernants qu'on mérite. Si vous contestez, qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-là de vous porter candidat et de changer les choses de l'intérieur? C'est ce que nous, démocrates musulmans de France, français, on essaye de faire. On ne peut pas pleurnicher tout le temps qu'on est exclu. Il faut essuyer la bataille des urnes dans les différentes élections, que ce soit en France, que ce soit dans le monde arabe. La différence, c'est qu'en France, il y a une culture démocratique, il y a une culture laïque qui respecte toutes les religions, mais avec des exceptions. Il faut mettre des bémols. Comment vous expliquez, M. Samtahan, ce qui se passe en Algérie actuellement? Alors, revenons à l'Algérie. Le problème algérien, c'est ça. J'ai donné plusieurs grilles d'interprétation. Bien sûr. Vous voyez? Bien il y a les coups d'État, et il y a l'aspect, la répétition des mandats, et il y a le passage héréditaire aux enfants. Là, on est dans le deuxième cas. C'est-à-dire, on n'arrête pas de prolonger les mandats. Pourquoi? Mais peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui profitent du pouvoir. Et, profitant du fait de la maladie de Bouteflika, ils continuent sans doute à vouloir représenter Bouteflika pour masquer beaucoup de dysfonctionnements dans l'État algérien actuel. Mais ça, c'est évident. Alors, là aussi, si vous voulez, il y a eu tellement de passe-droit dans l'économie, dans la nomination. Vous savez, l'Algérie, à un moment donné, disposait de près de 260 milliards. Et là, même prêté le fonds monétaire, le FMI. Voilà, le FMI. Vous voyez, donc... Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux minorités kabyles? Alors, venons maintenant aux minorités kabyles. Le problème des minorités kabyles n'est pas unique dans le monde arabe. Vous avez pratiquement des minorités partout dans nos pays. Au Maroc aussi, vous avez des minorités. Ce qu'on appelle les Amazirs, peut-être qu'il ne faut pas les nommer par Amazirs selon certains, selon eux-mêmes, il y a d'autres noms, mais en fait, ça existe. Vous passez en Égypte, vous avez les Coptes. Vous venez en Syrie, c'est une mosaïque d'ethnies, de religions. Il en est de même en Irak. Vous avez des chiites, des sunnites, des kurdes. Vous voyez, vous allez même en Arabie Saoudite. Tous les gens ne sont pas wahhabites. Tout le monde sait que la vallée du Hijaz est entièrement fidèle à Al-Bayt, les descendants du prophète sunnites qui ne sont pas wahhabites. Vous voyez, alors, pour ce qui est justement de l'Algérie, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement algérien revoie cette idéologie panarabe qu'on veut imposer partout. Au nom du panarabisme, on a massacré des Kurdes. Au nom du panislamisme, on a massacré des chrétiens. Toutes ces idéologies de pan quelque chose ne tiennent pas compte du tissu sociétal de chaque pays. Et ça, c'est très important. Donc, il faut accorder plus de droits aux Kabyles d'Algérie. C'est tout à fait normal. Il faut qu'ils participent plus à la vie politique. Il faut que la langue kabyle aussi ait son droit de citer. Remarquez, au Maroc, il y a eu des progrès énormes.
sur ce plan-là. Hein. Il faut que ce soit pareil en Algérie. Alors, d'où vient le problème algérien, justement? C'est que, après l'indépendance, on a importé des professeurs qui étaient d'Égypte et qui étaient frères musulmans. Et avec l'arabisation, on a islamisé l'Algérie. Et de ce fait d'islamisation, on a exclu, avec l'idéologie pan-arabe et pan-islamique, toutes les minorités qui ne parlaient pas arabe. Je dis minorité, encore une fois, il ne faut pas rigoler, le nombre des Kabyles en Algérie, c'est des millions, c'est pas... Vous voyez, c'est-à-dire, ce terme de minorité, philosophiquement, pose un problème. C'est une sorte de parler, parfois, de gens très nombreux, mais exclus. C'est-à-dire que la pensée de considérer quelqu'un minoritaire, c'est en fait de l'exclure et considérer qu'il est secondaire. Hein, la dernière roue de l'État, comme on dit. Vous voyez, ça fait mal au cœur, cela. Ah. Écoutez, la situation... Oui, monsieur Samtham, parce qu'il me reste 5 minutes, si vous le permettez. Donc, si vous pouvez me faire une conclusion par rapport, déjà, à votre candidature, parce que c'est très important de la suivre. Candidature première aussi, hein, donc sur un niveau démocrate musulman français, c'est une première qu'on entend parler, hein, j'aimerais bien que vous le sachiez. Moi personnellement, si vous pouvez synthétiser un petit peu ce qu'il a annoncé le président fondateur et vous-même, ça arrangera énormément notre auditoire. D'accord. Alors vous savez, nous avons un président jeune, dynamique, qui est Najib Azerki, qui a eu cette idée de fonder ce parti il y a quelques années et qui se bat depuis. Il a proposé, enfin le parti a proposé le docteur Kamel Yacoubi pour la présidentielle en France, qui est une personnalité sage. Il suffit d'écouter ses déclarations. Vraiment, c'est quelqu'un de grande valeur. Hein. Il n'a rien à envier au candidat que présentait la droite ou la gauche en France. Mais c'est toujours pareil. C'est le parti des exclus. Et on n'a pas le pouvoir. On n'a pas les moyens que les autres ont. Donc là, ce qui est important dans cette campagne nouvelle, c'est que le parti démocrate musulman va proposer une liste où il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de Kabyles, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Arméniens. Vous voyez, c'est vraiment les exclus de la vie politique. Donc c'est pluriel. Et c'est pluriel. Et nous ne voulons ni être les musulmans de service, ni jouer ou se la jouer personnelle dans l'espoir que quelqu'un parmi nous devienne le monsieur de l'islam de France. Parce que, vous le savez très bien, cher ami, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts individuels dans cette affaire d'islam. Tous les jours, on vous montre quelqu'un vous dit « Oui, moi je connais l'islam, j'ai fait une enquête » et cherche à avoir une part du gâteau, du pouvoir, mais ce n'est pas pour servir ces exclus. Non, d'ailleurs on voit, c'est ridicule, tous ces gens qui courent, qui veulent être monsieur de l'islam, auprès soit de l'intérieur, soit de l'Élysée, soit d'autres ministères. Non. Hein. Et là, on voit aussi que les pays arabes, parfois certains consulats, s'investissent pour mener une guéguerre entre les différents ressortissants de ces pays arabes, musulmans, arabes, kabyles ou autres, justement pour s'immiscer dans les affaires des Français démocrates de confession musulmane ou d'autres. Vous voyez, pour nous, le problème est général. Parfait. Et c'est là où il faut prendre le problème à même le corps. Dire non, écoutez, c'est notre problème, c'est pas le problème des consulats, c'est pas le problème des pays d'origine. C'est un débat en France. Monsieur Tahan, c'est un débat à suivre, hein, comme je le promets à monsieur Najib Azerki, comme quoi on va
essayer d'en parler encore une deuxième fois pour voir l'évolution de cette expérience. Pour moi inédite, hein, c'est une expérience assez importante quand même et enrichissante avec sa pluralité, avec son ouverture. Et je vous dis à très bientôt, mais on reste en contact par rapport à l'évolution et par rapport Je à cette peux terminer par une phrase? Je vous prie. Phrase. Je vous prie. L'islam dans ce parti est une culture. Je peux être chrétien et me revendiquer de ce parti. Hein? Quand on dit que la France est judéo-chrétienne, l'islam du judéo-chrétien, du même fait, il y a une composante musulmane. Et cela, je n'ai pas encore parlé de tout l'apport culturel, médiéval et colonial dans cette affaire-là. Vous voyez, c'est fausser les problèmes en excluant l'islam de la judéo-chrétienté. Parfait, Monsieur Tahan, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, cher ami, et vous allez voir, Inch'Allah, comme on dit, nous allons gagner. Si nous ne gagnons pas, soyez sûrs, d'autres générations porteront le flambeau. Merci Il y beaucoup. aura parmi les exclus des représentants au Parlement européen et au Parlement français. Merci beaucoup, cher Bassam Tahan, et à très bientôt. À bientôt.